Allez, on y va. Allô, allô. Allô, allô. Allô. Ça marche? Allô. Hein? Je sais, mais je dois le passer tout de suite à quelqu'un d'autre. Après, je peux le mettre là, mais... Professionnel, quoi. Professionnel jusqu'au bout. Je vais déchirer mon t-shirt. C'est un mot. Hein? Je t'explique. Ah ouais, d'accord. Pourtant, je l'ai déjà utilisé. Hein. Allô, Dieu. Vous m'entendez? Voilà. Allô? Allô, allô? C'est bon? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va commencer. Tout le monde est assis? Presque? Donc, merci de venir à notre présentation. C'est le troisième event qu'on organise. Le premier event, c'était fin 2021 pour la présentation de notre toute première version du prototype. Ensuite, on a fait une deuxième présentation fin juin de cette année. Le but était de préparer le crowdfunding. Et maintenant, c'est la troisième présentation pour remercier les investisseurs que vous êtes. Et vous êtes donc les FFF, puisque les investisseurs de première ligne dans une start-up, ce sont les friends, les family et les fous. Ici, il y a juste les deux premiers F. Et je pense qu'il n'y a que 3 personnes qui ont été présentes aux 3 présentations. Où elles sont, voilà, les 2 personnes là-bas derrière. Et moi-même. Bravo. En faisant les choses dont j'espère évoluer. Ah, vous le faites. T'as gagné. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, le résumé, on est un petit peu en retard, mais bon. Présentation du Jean Bloubir. C'est Luc qui présente le Jean Bloubir qui nous reçoit. Ensuite, le WSL Christophe Baronnet, donc ce sont nos business coach. Le Smart Gastronomy Lab n'est pas présent ce soir, je ne sais pas si je peux en parler juste une seconde. Voilà. Ensuite, j'enchaîne la présentation, qui va durer plus ou moins 2h30. On va essayer d'être court. Donc, présentation Streetworks, rapidement le concept, le produit, le marché, les finances, important pour les actionnaires, l'équipe et les actions court terme. Ensuite, on passera aux visites de la micro-brasserie, ici derrière, et la nano-brasserie qui est la nôtre. Micro, nano. Je vous explique pourquoi, parce qu'après, il y a un quiz. Donc, il faut bien écouter. Ici, on va visiter en 2 groupes la grande brasserie et la petite brasserie. Ensuite, les 2 groupes échangeront. Et puis, il y a une petite pause pour manger un petit bout. Et puis, on passe au quiz. Et il y aura des cadeaux pour tout le monde. Je laisse la parole. Merci. J'ai fait quelques slides, on va les passer rapidement. Donc vous êtes bienvenue à la brasserie Jean Bloubir. Donc c'est une brasserie qui est née de projet des étudiants il y a plus de 40 ans qui ont créé la bière de la ville Jean Blou en 1980. Ils ont géré toutes ces bières jusqu'en 2019. En 2019, on a créé la société avec eux pour construire une brasserie ici à Jean Blou et produire ces bières à Jean Blou. Parce que les bières avant 2019 étaient produites chez le Fort. Donc aujourd'hui, on a ouvert ici en début 2023. On a commencé la production en avril 2023. Entre 2019 et 2023, on a travaillé avec les brasseries à Charleroi. Donc on fait toujours la bière de la maison en évidemment. On fait des bières barriquées, vous verrez des barriques ici en bas. On fait de la pils, on fait une bière fruitée, on fait un scotch, on fait une bière, une session IPA à moins de 3% d'alcool, si vous avez l'occasion de la goûter, je vous la conseille. Et en plus, on fait quelques bières un peu de saison, je dirais. On a un peu vraiment une bière à la pomme. On a fait à base de jus de pomme de la pomme.
Et on a aussi, je vous conseille de la noter aussi, de la bière faite avec du houblon frais. Donc du houblon frais qu'on a récolté au mois de septembre et on a sorti la bière début novembre. La particularité de la brasserie, c'est d'une part au niveau de sa gouvernance et de l'actionnariat, c'est qu'elle appartient à une coopérative. On a à peu près 170, 180 coopérateurs actuellement. On va vers 200. On va vers 200. C'est l'actionnaire principal. Et à côté de ça, on a comme actionnaire l'Université de Liège, puisqu'on est sur le campus ici de Jean Bloup, qui fait partie de l'Université de Liège. Les étudiants, comme je vous l'ai dit, l'association des diplômés, et deux invests régionaux, le CHAC et l'Annual Bandis. Donc ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, c'est qu'on a construit une brasserie assez souple, et donc on peut faire des bières qui vont de 2,5% d'alcool jusqu'à 10-11% d'alcool, avec des équipements qui sont quand même assez performants pour une petite brasserie, puisqu'on a un filtre Mira qui nous permet, je vous expliquerai tout à l'heure, de pouvoir avoir des bons rendements de matière et d'être assez souple au niveau de la production. Et on a également un système de traitement d'eau assez performant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure pour visiter la brasserie. On fera ça en bas, ce sera plus grand. Ça va? Bonsoir à tous, mon nom est Christophe Aroneis, je suis business coach au sein de l'incubateur technologique à WSL. Et mon rôle est d'accompagner l'équipe de joueurs, donc Nicolas, Stéphane et Hendrik, dans la progression de leur projet entrepreneurial. Que fait WSL? Principalement, nous apportons un support spécifique aux personnes qui souhaitent créer une entreprise ou de jeunes entreprises dont le cœur de métier touche à une science de l'ingénieur et une forme d'innovation technologique. Et donc, ces entreprises ont des particularités tout à fait spécifiques. On s'adresse souvent à une propriété intellectuelle forte, des brevets, un marché de niche, une technologie parfois disruptive, donc il est difficile de vendre. Et on accompagne des porteurs de projets, des jeunes dirigeants, dans toutes les étapes et toutes les réflexions qui sont nécessaires. Donc, alors, j'ai un lien avec ce que je dire, mais je suis plutôt là pour vous parler de WSL. Et donc, en quelques mots, donc, notre travail il est à côté de l'équipe et du dirigeant, et on travaille les aspects à la fois techniques, donc l'évolution d'un prototype vers un produit qui peut être vendable, avec notre équipe, mais également avec des partenaires spécifiques, c'est le cas du Smart Canada. La progression d'un point de vue commercial, donc, qui sont nos clients, à quels besoins on pourrait répondre, et on progresse vers la formulation d'une première offre, et ensuite un business model qui vit par lui-même avec un niveau de vente satisfaisant. Et donc on travaille l'ensemble des aspects qui consistent à étudier le financement, l'actionnariat, la gouvernance, la mise en place d'une équipe, la gestion des aspects fiscaux, propriété intellectuelle, les aspects évidemment comptables, éventuellement après un certain niveau l'internationalisation. Donc WSL accompagne au quotidien avec 6 business coachs, environ 70 entreprises au quotidien, dans toutes les difficultés, les bons et les mauvais jours, et on les aide à passer les différentes barrières qui se présentent devant eux. Alors en quelques mots, WSL existe depuis une vingtaine d'années. Nous avons accompagné environ 150 entreprises et le taux de survie des startups est de l'ordre de 80% après 5 ans, quand on sait que dans le monde classique, une startup vit 3 ans. Voilà, en résumé, ce que fait WSL. Et nous sommes reconnus à l'international dans tous les rankings avec une position de l'ordre de 6 à 10e. Mais surtout, nous travaillons beaucoup avec des organismes internationaux spécialisés dans l'innovation, grâce à mon collègue Julien, entre autres. Et une des collaborations importantes que nous avons entamées, c'est avec l'OTAN. Nous sommes un accélérateur d'entreprises capable de délivrer bientôt une technologie à la fois civile et militaire. Donc aujourd'hui, je suis là pour accompagner
d'accompagner Nicolas, Stéphane et Henrik dans leur aventure entrepreneuriale. Merci pour votre attention. Je vais passer WSM. Voilà. Donc, avant. Ah ouais, c'est ça. Alors, ce que Christophe a dit, c'était super important parce que le WSM pour nous, c'est un gage de crédibilité. Il faut savoir qu'une start-up sur 5 réussit statistiquement. Spreads a même tendance à dire c'est une sur 10 qui cartonne. Donc le fait de dire que c'est 80%, avant c'était même 95, avec le Covid, ça a pu Il y a d'autres facteurs. mais même si c'était 40%, ça serait encore génial. Donc voilà, pour nous, si on dit qu'on est accompagné par le WSL, ça devrait vous rassurer. Alors, je vais peut-être dire un mot du Smart Gastronomie Lab. Donc, je me substitue à mes collègues du Smart Gastronomie Lab. Pourquoi je dis collègues? Parce que c'est un département spécifique de la faculté de Jean-Louis qui adresse la science des aliments. Donc, on parle de nouveaux aliments, de nouvelles manières de les produire, de les cuisiner, en faisant le lien avec l'aspect du consommateur. Donc, sa sensibilité, sa réaction à différents aliments, y compris des bières, dans des environnements spécifiques. Si on passe l'autre slide, donc la manière dont on travaille principalement au Smart Gastronomie Lab, c'est d'accompagner toutes les phases de prototypage sur base d'une analyse technique du produit, mais dans le cas de Streetbrewer, ce travail était déjà fait. Et donc aujourd'hui, le Smart Gastronomie Lab assiste l'équipe en lui mettant à disposition des locaux qui sont parfaitement convenables et une équipe capable de les challenger dans la mise au point des paramétrages de la recette, parce qu'ils sont également spécialisés dans la production de boissons fermentées, et ce qui permet aussi à l'équipe de passer à des tests grandeur nature dont vous pouvez déguster le résultat. Donc voilà ce que fait le Smart Gastronomie. Et c'est grâce à WSL que cette collaboration a pu être mise sur pied. Voilà, le Smart Gastronomie Lab. On revient à Streetbrewers, on commence par le concept. Donc, on se veut société à impact. Tout a commencé par la constatation que plus de la moitié du CO2 émis dans la chaîne de valeur de la production de la bière est lié au packaging et au transport. Et donc, on s'est dit qu'il y avait moyen de réduire ça, et au lieu de s'échanger des bouteilles autour de la planète, il valait mieux s'échanger des recettes qu'on allait brasser localement. Et pour faire ça, il faut pouvoir décentraliser. Et pour décentraliser, il faut pouvoir réduire la production de la bière, ce qui n'est pas toujours évident. Et il faut stimuler le partage des recettes. Réduire la production de la bière doit être fait réalisable d'une manière technique. Il faut que ce soit qualitatif, pas évident non plus. Vous voyez le résultat des bières, je pense que c'est assez convaincant. Et non seulement qualitatif, mais aussi de manière économique, ça doit être intéressant pour nos clients. Juste le moteur environnemental ne va pas suffire, mais si c'est intéressant et rentable pour le client, ce sera plus facile. Donc, qui dit décentraliser, dit se rapprocher la production du consommateur. Et le concept le plus proche de ça, c'est le brewpub. Donc on veut vraiment rapprocher les deux, et le concept du brewpub a certains avantages, certains inconvénients. L'inconvénient principal, évidemment, c'est l'effet d'échelle, puisqu'on a tout à petite échelle, mais le coût au litre est plus cher. Si vous prenez un capteur de température que vous allez voir sur la brasserie là-bas et sur notre brasserie, ça coûte 350 €. C'est le même capteur, sauf que eux peuvent l'amortir sur 1000 litres, nous on doit l'amortir sur 100 litres. 1000 litres, microbrasserie, 100 litres, microbrasserie, c'est 10 litres. Quand on commence à tester, c'est 10 litres. Donc ça c'est l'inconvénient, mais par contre il y a l'avantage, c'est qu'on évite tout ce qui est embouteillage, et l'embouteillage représente 50% des investissements d'une brasserie et 50% des ennuis
pour le personnel. Là, ça veut dire que c'est directement de la cuve à la pompe. Voilà, ça c'est l'objectif. Ça c'est l'objectif. Ah, c'est ça. Donc ça c'est un avantage. Et un autre avantage du groupe-up, c'est que le commerçant peut combiner les marges du brasseur, du producteur, avec les marges du vendeur, c'est-à-dire de l'ORECA. Mais pour ça, il doit aussi combiner les métiers. C'est-à-dire le métier du brasseur, le métier de l'ORECA, ce ne sont pas les mêmes métiers. Et quand on est une petite structure, il faut être au four et au moulin, c'est pas simple. C'est là où intervient notre brasserie, qui automatise toutes les étapes répétitives et qui permet de libérer du temps aux gérants pour des tâches plus nobles, comme la mise au point de recettes, ou s'occuper de ses clients, ou même de travailler avec la communauté à l'amélioration de la brasserie. J'ai parlé de la brasserie, mais comme c'est marqué sur notre site internet, la brasserie elle est plus qu'une brasserie. En fait, la brasserie n'est qu'un des 4 piliers de notre concept. Le concept est vraiment d'améliorer, d'avoir un mouvement communautaire pour améliorer l'expérience au sens large de la bière. Et pour cela, on a associé 4 piliers. Le premier est la fameuse petite brasserie automatisée que vous verrez après, qui est le fruit de pas mal de travail de 2 ingénieurs. Un a quitté le bateau, moi je suis toujours là. Le deuxième pilier, c'est l'infrastructure cloud, qui a été développée par la société Annabelle Energy, qui est actionnaire à 30% de Streetworks. Cette infrastructure cloud permet de gérer des procédés industriels multisites décentralisés. C'est très intéressant pour nos brasseries, parce que si on fait des modifs sur une brasserie, on peut directement modifier toutes les brasseries qui sont, j'espère, les centaines de brasseries qui sont sur la planète. Troisième pilier, c'est la communauté des utilisateurs. On veut vraiment impliquer les gens. Au début, ce sont probablement des collaborations spontanées entre 2 brasseurs, ça se fait déjà régulièrement. Mais le but est vraiment d'avoir une communauté internationale de brasseurs qui vont faire évoluer le matériel, les recettes, etc. Et le 4e élément, c'est ce qu'on appelle le Spotify de la bière, ou le Brewify. Donc l'objectif est d'avoir un marché en ligne de recettes où les gens peuvent gagner de l'argent en créant des recettes ou gagner de l'argent en brassant des recettes. Voilà. Et ça, c'est pas pour demain, mais nous avons une vision très longue. Ensuite, voilà, ça c'était le concept. Maintenant, on s'attache plutôt au produit. Nous combinons pas mal d'innovations, une automatisation industrielle, donc précision, robustesse et SIP. Ça veut dire quoi SIP? Clean in place. Et en français, ça voudrait dire NEP, nettoyage en place. Ça, on n'en parle pas souvent, mais quand on parle de brasserie, c'est chouette, on touille dans le goutte, etc. Mais il y a toute une phase vraiment désagréable qui est le nettoyage de toutes les cuves, de toutes les tuyauteries. Si vous ne le faites pas, vous avez beau avoir la meilleure recette du monde, ça ne marchera pas. Donc, ça, il faut le savoir, notre brasserie le fait de manière automatique. Elle est compacte, le but est d'avoir un espace, une empreinte au sol réduite, de manière à ce que, évidemment, notre client, les group-up, puissent encore mettre un maximum de clients, c'est l'objectif. User-friendly, là, c'est plutôt, nous visons plutôt les opérateurs. L'opérateur ne doit pas être un opérateur averti, et les opérations sont de simples manipulations comme mettre des ingrédients, enlever des ingrédients, le malt, enlever le malt quand c'est terminé. Et ça, vous le verrez avec mes collègues. Répétabilité, très important. Répétabilité sur la machine elle-même. Vous allez pouvoir, comme sur une brasserie industrielle, refaire les mêmes bières. On a un monitoring impeccable, du reporting impeccable. Mais vous allez aussi pouvoir répéter la recette sur une autre brasserie. Parce que l'objectif est d'avoir toutes les mêmes brasseries pour pouvoir justement avoir quelque chose de standardisé. Parce qu'il faut savoir que les brasseries, rien n'est standardisé. Chaque brasserie est unique. Upgradable en capacité, on veut pouvoir suivre les ventes de notre client. Souvent, le client dit, ok, j'achète une petite installation, et puis zut, je grandis, je dois la revendre, je dois acheter une cuve plus grande, etc. Ou alors, je dis non, je fais directement un bel investissement, et puis les ventes ne suivent pas, c'est la misère pour payer. Donc ici, vous pouvez évoluer, et vous allez payer de plus en plus, plus vous vendez, plus vous allez payer, et moins vous allez payer au litre. Modulaire, évolutif, ça, le but, c'est de faire participer cette communauté
Et si la communauté donne des recommandations, on pourra très facilement adapter la brasserie puisqu'elle est évolutive et grâce au cloud, Stéphane n'a qu'à appuyer sur un bouton, c'est réglé. L'expérience utilisateur, donc là j'ai parlé ici de l'opérateur. Quand je dis ici utilisateur, je parle du client final, le client de notre client. C'est vraiment très important. Donc le design doit être soigné. Alors vous allez voir l'installation sans un prototype, donc soyez indulgents, ça va venir. Mais il y aura aussi un certain nombre d'applications interactives. Je me tourne vers nos amis brasseurs qui vont probablement participer à ça. En fait, l'objectif est d'avoir des applications qui vont pouvoir faire le lien entre ce que veut le propriétaire du bar et ce que peut faire la machine. Il attend une augmentation de salaire. Ici, donc l'objectif est d'avoir une application qui va tenir compte des limites d'ingrédients dans la région du groupe pub et de ses préférences. Et en fait, ces gens-là sont spécialisés en traduction de choix gustatifs en langage machine. Nous, c'est pas notre spécialité, donc on collabore avec leurs compétences. Il y a une deuxième type d'application qui viendra en cascade où les clients finaux auront, parmi le choix de possibilités limitées par le gérant, pourront dire ok, je voudrais avoir telle bière ou participer à l'élaboration d'une bière ou au choix d'une bière ou à la critique de plusieurs bières et mettre des rankings. Enfin, le sky is the limit, là on peut s'amuser avec plein d'applications. Rapidement, pour l'instant, on considère une gamme de 3 produits. Un produit de départ avec un brassin de 75 litres par semaine. Ensuite, on peut passer à la version supérieure si vous trouvez que ce n'est pas suffisant. Vous brasser 3 brassins de 75 litres. Et si vraiment ça marche bien, vous passez à la version top où vous brassez 300 litres. Donc c'est compliqué à comprendre parce que en fait, notre brassin qui sort de notre salle de brassage, c'est 75 litres. Mais par contre, on peut enchaîner plusieurs brassins qu'on va envoyer en une fois dans le fermenteur. Comme dans les grandes brasseries, les très grandes brasseries, en fait, on enchaîne les différents batchs. Quand l'eau est préparée, elle est envoyée dans la cuve suivante, et ensuite on prépare l'eau dans la cuve précédente, etc. Et vous expliquerons ça, et tout le processus est expliqué derrière aussi. Suivant. Rapidement le marché. Le cycle de vie. Donc, quand on regarde ici en 2023, qu'est-ce qu'on constate? Le Big Beer a perdu des parts de marché par rapport au craft. Et le craft, c'est principalement les microbrasseries. Alors, ça, c'est un fait. Et pour extrapoler, on regarde les chiffres européens passés et surtout les chiffres des États-Unis. Parce que les États-Unis ont toujours 10 ans d'avance sur nous. Donc chaque fois qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis, en gros, on peut presque le copier 10 ans après chez nous. Et on remarque aux États-Unis qu'il y a encore une volonté d'aller plus loin dans le local, et donc d'aller vers le brew-pub, qui est une forme encore plus locale de microbrasserie. Et nous pensons que bientôt, les brew-pubs vont prendre des parts de marché au big beer et aux microbrasseries pour ensuite arriver plus ou moins, je dirais, à 15% au total de la part de marché global. Il faut savoir que pour l'instant en Belgique, la part du craft de marché global, c'est de 7%. Parfois croire qu'en Belgique, on a plein de craft et qu'on a 50%, ça représente que 7%. Ensuite. Alors, quelle est la part du marché que nous envisageons? L'étude de marché que nous avons faite nous montre que dans les prochaines 5 années en Europe, il y aura plus de 7000 ouvertures de brasseries. Nous considérons 40% de ce marché par approche géographique. On ne peut pas s'attaquer à toute l'Europe en une fois. On va commencer par la Belgique et puis ce sera le Benelux, la France, etc. C'est ça qui fait que ça va en grandissant, mais en moyenne, ce sera 40%. Dans ces 40%, 25% sont estimés devenir des brew pubs. Et donc, on parle de passe de 40 à 10%.
Et dans ces 10%, nous estimons pouvoir prendre une part de marché de 20 à 25%. Donc au global, nous espérons prendre 2% du marché global de nouvelles brasseries qui vont ouvrir en Europe dans les 5 prochaines années, soit 124 brasseries. 124 brasseries, j'y reviens après. Ensuite. Alors, le business model a évolué. Ça, c'est très important à savoir. Au début, on avait envisagé des ventes pures et simples. Et là, les clients nous ont dit c'est quand même cher. On ne s'attaque pas à des très grands clients. Donc, on vient avec une machine qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, ça fait peur. Donc, on a dû évoluer. On a essayé de réduire le seuil en rajoutant une vente, enfin un coût au litre. Et ça, c'était très sexy, tout le monde a adoré, sauf qu'après on s'est dit que c'était problématique pour nous pour deux raisons. La première, c'est que le coût au litre, si le gars il ne produit pas, on ne rentre pas dans nos frais, donc on ne sait pas trop s'il va produire ou pas. Et le deuxième, c'est qu'on a préfinancé nos clients. Et au niveau cash, c'est une catastrophe. Donc on doit vraiment aller emprunter énormément d'argent, on aurait dû faire encore 15 crowdfunding. Et donc on arrivait à un modèle de renting en consultant des sociétés spécialisées en renting. Et ça c'est vraiment génial, parce que pour le client, au lieu d'être dans son bilan, ça revient dans son compte de résultat. Chaque mois, il paye, pour vous donner une idée, 400 € par mois. Et pour nous c'est génial parce qu'on a l'argent en amont. Donc on peut préfinancer nos activités. Tout le monde est gagnant, la société de renting aussi gagne la salle. Donc ça c'est la dernière option. Je vais terminer avec les finances. Les finances super importantes évidemment pour vous les investisseurs. Cash flow et l'évolution de la société. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cash? On a évidemment mis le cash de départ des fondateurs lors de la création en octobre, ça c'est fait. Ensuite, il y a une augmentation de capital qui est prévue par Spreads, les investisseurs Spreads, en fait presque tous partis, et co-investisseurs. Il faut savoir que Spreads demande un co-investisseur qui lui signe tous les papiers. Si lui signe tous les papiers, Spreads est assez sûr que voilà, il y a au moins un fou qui signe tous ces papiers, et donc vous êtes mangé à la même sauce, donc aux mêmes conditions. Alors j'ai deux bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau crowd, on avait prévu d'arriver à 90 000 € et on est pour l'instant à 84 500. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on est à 10 jours près. En général, les derniers jours, ça va booster. Donc, et si jamais vous avez encore envie d'investir parce que vous trouvez vraiment que c'est convaincant, il ne faut pas hésiter. La mauvaise nouvelle, c'est que notre co-investisseur nous a laissé tomber. Notre co-investisseur mettait 50 000 €. La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé un nouveau co-investisseur. Un nouveau co-investisseur. Je vous dirai le montant qu'il mettra après, c'est pas autant, mais ça fait partie du prix, donc je ne peux pas le dire maintenant. Ça, c'est la première partie. Alors, il y a une grande partie qui est liée à des subsides à l'innovation. Ces subsides à l'innovation, on y croit parce que moi-même, je l'ai déjà obtenu dans ma vie précédente dans Annabelle Énergie pour les subsides à l'innovation technologique. Donc, la plateforme Cloud a été notamment développée avec un subside à l'innovation. Ici, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes types de dossiers, donc normalement, ça ne va pas poser trop de problèmes. Et alors, ici, moitié 2025, on a prévu, il faudra un prêt de 150 000 €, ou si personne ne veut nous prêter de l'argent, encore une augmentation de capital, à ce moment-là, vous serez tellement convaincu qu'il n'y aura pas de problème. Sur les 5 premières années, comment est l'évolution du staff? Pour l'instant, le 3. Et puis, ça va évoluer, 5, 10, 15, 20. Les ventes, donc le total des ventes, c'était combien? 124. Ça, c'est 124 ventes. 4, 10, plus 20, plus 40, plus 50, c'est 124. Okay. Et le chiffre d'affaires va tranquillement monter vers 5 millions. Slide suivant. Alors, très important, c'est la valorisation de la société. On a fait intervenir des réviseurs d'entreprise qui ont regardé notre business plan. Évidemment, le réviseur, il regarde juste le business plan. Il ne sait pas si
Si nous, on a envie d'y aller, si on a envie de se donner, ou si techniquement ça tient la route, on regarde les chiffres. Mais sur papier, la société vaut, ici, fin 2028, là, 8 millions 3. 2029, là, 8 millions 3. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous? Au lieu de dire ça vaut 8 millions 3, parce qu'évidemment, personne ne peut dire que ça vaut 8 millions 3 maintenant, on a dégradé nous-mêmes la valeur de la société en fonction du risque typique pour des startups. Donc il faut savoir qu'une startup sur 5 réussit, donc on s'est dit 20% de probabilité de réussite, donc on a dégradé la valeur à 1,5 million. Et après, la valeur, elle croît. Évidemment, la personne qui investit maintenant, c'est pour ça que c'est un peu asymptotique. La personne qui investit maintenant, ben, elle évoluera plus vite dans la valeur de ses parts que la personne qui va investir là-bas, puisque là, ben, les risques sont moindres. Vous voyez donc l'évolution aussi du chiffre d'affaires qui arrive à 5 millions en 2028 ici. Voilà. Les actions à très court terme, c'est-à-dire le premier semestre 2024, c'est mettre au point la brasserie. Le prototype est totalement fonctionnel, mais il n'est pas safe. De temps en temps, les collègues se font des petites dreams. Il n'est pas encore trop facile d'utilisation et le design n'est pas encore tout à fait au point. Ça, c'est vraiment 3 choses qui doivent être tip-top au point. Il faut se mettre en règle avec tout ce qui est régulation, AXIS, AFSCA, certification. On voudrait qu'un maximum de tests puissent avoir lieu très rapidement sur notre brasserie, puisque une brasserie, on veut avoir un maximum de feedback le plus rapidement possible. Évidemment, notre dossier de subside, la mise en place des collaborations avec la société de renting, je vous ai dit que c'était capital. Et ensuite, il faut se mettre en fond dans la prospection et le marketing, ce qu'on a déjà commencé à faire. Ça, c'est la suite. Et la deuxième partie je vous expliquer juste en 3 mots ce qu'on a déjà fait au niveau de la prospection. Et Stéphane expliquera la partie marketing, puisqu'on comme on n'a pas de CMO, on l'a bombardé CMO. Voilà donc l'équipe. Hendrik peut peut-être expliquer, puisque vous ne connaissez pas encore Hendrik, en 2 mots son application. Ik zie dat er een aantal Nederlandstaligen zijn, dus toch niet? Voilà, Dat is voor mij ook gemakkelijk. Dus ik ben Hendrik, ik ben ingenieur van opleiding. Ik zit al 30 jaar, meer dan 30 jaar in de sector van het water, proceswater, afvalwater, pompen, binnenland, buitenland, whatever. Wat niet? AEOB. Ik ben ook al bijna 40 jaar betrokken bij Koekenpop, waar ik de technische installaties hulp opbouwen. En daar zijn we destijds ook in de jaren 90 begonnen met de grotere installaties. Een van de oprichters. Oprichter zou ik niet zeggen, maar goed, we zijn wel begonnen van kleine vaten naar tankers en heel de installatie. Dus heel het biergebeuren interesseert me wel. En dan is er Nicolaas, die ik ken sinds 2001. Ik was zijn eerste collega, dus hij is begonnen. Baas. Eerste baas. En een bench. Dus we kennen elkaar al heel lang, we zijn dan collega's geweest, van elkaar gescheiden geweest, terug samengekomen, wel altijd contact blijven houden. Tot hij enkele maanden geleden afkwam met het idee van de Street Brothers. En dat leek me wel heel interessant om eens buiten het gebeuren van de intercommunales en de overheden te landen bij te volgen. En daar de nodige stappen in te zetten. Dus, voilà, ik zie het helemaal zitten. Ce qui est important à savoir, c'est que la clé, c'est l'équipe. Tout le reste, c'est du blabla. C'est 3 flamands alors. Nicolas, Stéphane, Hendrik. Tout est dans l'équipe. Et ce qui est super important, c'est de travailler avec des gens avec qui on a déjà eu des problèmes. Je ne vais pas dire problèmes personnels, mais je veux dire des gros problèmes à résoudre ensemble. Et bon, voilà. Hendrik, je le connais depuis 2001. Stéphane, je le connais depuis 14 ans. Nos filles se connaissent depuis longtemps. Donc voilà, c'est une équipe pour laquelle je crois à fond parce qu'on a déjà eu beaucoup de problèmes à régler
Et ça a toujours fonctionné. Ça, c'est super. Et maintenant, le prochain slide, juste un petit mot sur ce qu'on a fait en 2 semaines de temps. Donc on s'est dit on doit rapidement percuter et trouver nos clients. On s'est dit, ok, des hôtels, il y en a peut-être une centaine qui pourraient être intéressés, des restaurants beer pairing, des bars indépendants qui veulent avoir leur bière, des projets nomades itinérants, des brasseries qui vont avoir leur propre production, donc ils vont utiliser nos machines parce qu'ils ont des trop petites productions, et des brasseries qui voudraient décentraliser, donc avoir des productions autre part. On a fait des estimations et puis on s'est dit, ok, on va faire un test. On va envoyer des mails émises de 320 beer firmas. Les beer firmas n'est pas vraiment en français ou c'est des étiquettes, je ne sais pas comment on dit. C'est toutes les sociétés qui font brasser des bières ailleurs et qui ne brassent pas eux-mêmes. Ils ont la recette. Ils ont évidemment aussi des cafés qui prennent leur bière. On s'était dit, en fait, toutes ces bonnes idées, on les a toujours en buvant la spirit. On s'était dit, plutôt que, alors c'était une combinaison, on s'était dit qu'est-ce qu'on peut offrir comme cadeau à nos invités, et puis on s'était dit ben, on peut en profiter pour appâter nos clients, et plutôt que de aller chercher les clients en disant est-ce que tu veux vendre mon installation, on leur a dit on vous achète une année de bière si vous répondez à un critère, c'est-à-dire de vendre plus de 120 litres par semaine dans un café. Ça veut dire que si on trouve ces gens-là, on a immédiatement un endroit pour mettre notre brasserie, et on a immédiatement une société qui a une recette pour la placer. On a envoyé les 320 mails et en 2 semaines, on a eu 25% de réponses, 80 réponses. Et sur les 80, il y en a 8 qui sont candidats. Donc là, on doit acheter énormément de bières. Donc on a plein de bières à distribuer. Pour l'instant, on a déjà vu 4 candidats. Et ce sont des super candidats, ce sont des gens super motivés, qui ont plein d'idées, qui ont des projets. Donc, il faut trouver des gens qui sont un peu innovateurs et pas qui sont dans le train-train, sinon ils ne vont pas marcher. Et donc, très rapidement, en 2 semaines, grâce à cette stratégie, on a réussi à avoir 8 contacts. Et nous, on espère, sur les 8, en avoir 2 qui mordent à l'hameçon, sur le total de 14, qui sont les ventes des 2 premières années. Voilà. Je laisse la parole à Stéphane, notre CMO, pour la stratégie marketing des 2 premières semaines. Et je m'applaudis tout seul. Voilà. Donc, simplement, je voulais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'ai fait dans mon rôle de CMO, donc de marketing manager pour lors du crowdfunding. Parce que lorsqu'on a commencé, en fait, Streetwars, c'était un startup, on a commencé, je peux passer le slide suivant. Voilà. On a commencé il y a 42 jours. Et on a commencé en fait une campagne de crowdfunding sur Spread en privé. Et donc la proposition privée, c'était vraiment, on était censé juste parler à ses proches, aux gens qu'on connaissait, et leur proposer en fait d'investir. Et si on obtenait 10 000 euros d'investissement durant la phase privée, on pouvait passer à une phase publique. Donc je passe, voilà. Et le but, c'était de lever 90 000 euros en crowdfunding. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on pouvait attirer les yeux et l'intérêt des gens vers notre projet. Parce qu'en fait, nous, on se trouve sur le site de Spreads et on est concurrent avec d'autres projets startups sur le même site. Donc, voilà. On a pensé aux différents moyens avec lesquels on pouvait attirer les gens. On avait un site web qui était que en anglais. On avait le téléphone, c'est intéressant, mais on n'avait pas de numéro de téléphone. Peut-être qu'on allait pouvoir demander à notre communauté de nous aider, mais pas de communauté. On avait pas de merchandising. Et bon, on avait au moins une chose qui nous aidait, on avait un pitch, une vidéo pour
Donc on a commencé avec ça. Alors maintenant, on est donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pu faire en 42 jours? Bien, nous sommes en phase publique et donc on avait un but de 90 000 € à atteindre et nous sommes donc aujourd'hui à 85 000 € en fonds levés par crowdfunding. Et comment est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a pu faire sur les différents canaux de communication? Bien, sur notre site web. Le site web est maintenant en anglais, en néerlandais et en français. C'est une des premières réponses qu'on a eues quand on présentait le site web à nos amis. C'est en anglais, je comprends bien. On a fait l'effort de traduire dans les trois. Également, pour contacter en fait les différentes personnes, comme on avait déjà on s'était mis en tête de contacter 380 entreprises pour nous promouvoir, ben, on n'allait pas utiliser juste notre téléphone, le numéro de GSM, donc on a des numéros de contact pour tous les intervenants de Streetwars. On a créé des communautés via Facebook. On a 100 membres sur notre groupe en Facebook. On a augmenté notre visibilité sur LinkedIn. Donc on a créé une page sur LinkedIn pour notre site. Grâce à cette page, on a eu plus de 18 000 impressions de gens qui ont vu en fait le nom de Streetwars apparaître sur leur écran, 137 clics. Et puis on a fait une campagne de publicité avec Google AdWords, et donc le nom de Streetwars a été affiché 1 900 000 fois en 42 jours. Grâce à ça, on a obtenu 18 000 clics de gens qui sont venus sur notre site, et de ces 18 000 clics, on a eu plus de 1500 clics qui sont partis sur notre page d'investissement. Donc, en 42 jours, on a réussi à démarrer assez rapidement la machine de marketing. Alors, voilà, on a également lancé une ligne de merchandising, et vous avez peut-être constaté que nous sommes tous en uniforme aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez, les fans peuvent également se fournir sur notre site et envoyer le nom de Streetwars sur leur écran. Et bien, maintenant, nous avons une adresse sur YouTube, YouTube à Streetwars, où on a 9 vidéos, 420 vues et plus de 5 heures de gens. Alors, juste pour dire, 420 vues, c'est pas beaucoup, mais j'ai regardé un petit peu nos concurrents. C'est une des vidéos qu'on a développées pour la campagne. Vous reconnaissez quand même qu'il porte lui aussi le t-shirt de merchandising. De merchandising. Je ne sais pas, peut-être, oui, on a eu la première version. Et donc, voilà, donc ça c'est un petit peu où on en est aujourd'hui. Donc j'allais expliquer, donc, par rapport à d'autres gens qui sont sur Space, on a regardé un petit peu, mais on a un autre projet plus ou moins de la même taille. Eux, ils n'ont que 100 vues sur leur canal YouTube, donc effectivement, je trouve que même 400, c'est pas beaucoup. Ça a eu son impact. Ok, merci. En principe, on est censé enchaîner maintenant les visites des brasseries. Et on peut peut-être faire une pause, boire un petit coup, manger un petit bout, et on fera ça après. On peut peut-être se donner rendez-vous à 21h pour ne pas trop déraper. 21h, ici au début, alors ici au-dessus. Parce qu'en fait, on doit passer par l'escalier en bas et rentrer par là. À 21h, tu as du hall d'entrée. Merci. Merci.